bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce deuxième gala de Charité des Massifs dans ce lieu assez extraordinaire qui est le Palais du Pharaon. Et donc ce soir, on va accueillir deux associations qui vont nous présenter une petite conférence, que sont donc la Chaîne de l'Espoir et les Chiens Guides. Avant de les présenter plus en détail, je rappelle que c'est une association étudiante, principalement basée d'étudiants en médecine, donc aux emplois de la Timone, qui réalise autant donc, des actions en local, c'est-à-dire on travaille avec le Secours catholique qui sont aussi présents, on fait des barreaux, on organise de nombreuses conférences, des soirées gratuites et tout plein de choses, et un versant plus international où on envoie donc, chaque année des étudiants dans différents pays. Cette année ça doit être à peu près 80, dans une dizaine de destinations différentes. Je tiens à remercier Aix-Marseille Université qui nous prête le Palais du Pharaon pour pouvoir faire ce gala. Pour rappel, le gala donc, se déroule en deux parties. Une première partie de conférence ici qui devrait durer à peu près jusqu'à 20h30 et après une partie dans la salle des gouttes en bas, on vous montrera, où il y aura un buffet, un peu de musique et donc les associations avec qui vous pourrez discuter, qui seront là pour se présenter. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Qui existe, donc il y a vraiment des centaines et des centaines d'étudiants qui sont partis au fil des ans et c'est vraiment grâce à eux que Massy est escalé et qu'on a pu faire d'aussi beaux projets dans autant de pays, aussi tous ces étudiants qui sont engagés pour les projets locaux, donc voilà, merci à eux. Il faut savoir que la vidéo a été réalisée par Gérard Chargé qui est ici présent de l'association Cinézou, donc un grand merci à lui d'avoir fait. Et donc ce soir, Solène Fauchon nous honore de sa présence ce soir. Elle est élue au conseil régional. C'est toujours avec fierté et honneur que je prends la parole au nom du président de la région Sud, M. Renaud Muselier. Lorsque l'on parle de Marseille, lorsque l'on parle de la région Sud, on évoque un territoire d'exception, une terre de culture, d'innovation, d'ouverture sur le monde, on l'a vu, et surtout une terre de solidarité. Ce soir, cette solidarité est au cœur de votre engagement, grâce à l'association étudiante Massy et à toutes celles et ceux qui, par leur action, bâtissent l'avenir plus juste et plus humain. Ce deuxième gala de charité n'est pas seulement un moment de rencontre, c'est une démonstration éclatante de la générosité et de l'engagement de notre jeunesse. Vous, étudiants, portez en vous cette envie de changer le monde. Et ce soir, vous mettez cette ambition au service d'une noble cause. La Chaîne de l'Espoir et les Chiens Guides, deux associations, qui incarnent pleinement les valeurs que nous défendons à la région Sud, l'inclusion, la protection des plus vulnérables et l'entraide. Nous savons combien l'accès aux soins et l'accompagnement des personnes en situation de handicap sont des défis majeurs de notre société. La région Sud s'investit fortement dans ces domaines avec des actions concrètes. Le soutien aux associations, le développement de structures adaptées et un engagement constant pour l'amélioration des conditions de vie de chacun. Mais ces efforts ne peuvent porter leurs fruits sans l'investissement précieux des citoyens et des acteurs de terrain comme vous. Je tiens à insister sur un point essentiel.
vous, jeunes d'Aix-Marseille Université, qui êtes une force vive, une richesse inestimable. Votre engagement à travers Emacy prouve que la jeunesse n'est pas spectatrice des évolutions du monde, mais bien actrice de ces changements. Trop souvent, on entend dire que les jeunes se désintéressent des grandes causes, qu'ils manqueraient d'implication dans la vie publique. Ce soir, vous démentez ces clichés avec force. Ce soir, vous montrez que l'engagement étudiant n'est pas un mythe, mais une réalité tangible, une réalité que la région Sud entend soutenir et encourager. Avant de conclure, je voudrais remercier chaleureusement, en mon nom, mais également et surtout au nom de Renaud Muselier, les membres de l'association étudiante Emacy qui portent ce projet avec passion, les bénévoles et les partenaires de la chaîne de l'espoir, et plus personnellement, même s'il n'est pas là, M. Éric Chesson, qui je sais est un ami personnel de Renaud Muselier, les bénévoles et partenaires des chiens guides, et bien sûr vous tous ici présents, qui œuvrez sans relâche pour ceux qui en ont besoin, et qui par votre participation donnez à ce gala toute sa raison d'être. Ce soir, nous célébrons l'engagement et l'espoir. Continuons à nous mobiliser, à soutenir ces initiatives, à faire entendre notre voix, enfin, je dirais votre voix, pour un monde plus juste. La région Sud sera toujours aux côtés de celles et ceux qui s'engagent. Alors vive la solidarité, vive l'engagement étudiant, vive le bénévolat sans qui rien ne serait possible, et vive notre belle région Sud. Votre présence, merci pour l'invitation aux étudiants Emacy. C'est un honneur de présenter l'association des chiens guides. Je m'appelle Margot Passery, je suis en charge de la communication et de la collecte. Le premier chien guide aveugle en France, né en 1952 dans le nord de la France, c'était un berger allemand qui s'appelait Dicky et qui a été éduqué par Paul Corteville qui a fondé la première école de chiens guides en France. Notre association a été la deuxième créée en 1966. C'est une association qui a été créée dans les Alpes-Maritimes, à côté de Nice, une association membre fondatrice de cette fédération qui a été créée en 1981. Nous avons également organisé le premier congrès international qui a eu lieu à Cannes avec des associations de chiens guides d'Europe mais également d'Amérique. En termes d'évolution, notre association a été la première à être labellisée, c'est-à-dire qu'on a reconnu notre travail d'éducation des chiens guides que l'on remet. On a remis en 2019 notre 600e chien guide gratuitement et en 2025 nous allons remettre le 700e. Deux centres d'éducation, le premier historique qui est basé dans les Alpes-Maritimes à Aise, juste à côté de Nice, et le deuxième qui a été créé en 2017, il est tout récent, à Alençon-Provence. Nous sommes une équipe de 19 salariés dans toute la région Sud, donc sur les 3 centres, nous sommes 19 salariés et on peut bien évidemment compter sur plus d'une centaine de bénévoles, que ce soit des familles d'accueil ou des bénévoles terrain. Et nous avons actuellement plus de 110 équipes maîtres chien guide, c'est-à-dire que c'est une personne déficiente visuelle guidée par son chien guide, plus de 110 équipes actives et environ 200 utilisateurs d'aide électronique. La Fédération des chiens guides regroupe à ce jour 10 associations régionales. La Fédération compte également 2 associations nationales. La première, la mission historique, c'est évidemment l'éducation et la remise gratuite de chiens guides. Nous avons également développé maintenant la formation et la remise gratuite d'aide électronique pour toutes les personnes déficientes visuelles de la région qui le demandent. Et enfin, toutes ces aides
elles sont possibles grâce à la générosité du public, puisque pour le coup nous n'avons pas de subvention, on fonctionne uniquement par le biais de dons et de legs, et l'ensemble de nos aides sont remises évidemment gratuitement pour les personnes qui le demandent. Qu'est-ce qu'un chien guide d'aveugle? Un chien guide, il vient apporter autonomie, confort et sécurité dans les déplacements quotidiens de son maître. Il est remis à toute personne déficiente visuelle, que la personne soit aveugle ou malvoyante. L'équipe sera évidemment suivie par l'éducateur le temps de durée de l'équipe, jusqu'à 8 ou 10 ans du chien. Vient le temps de la retraite. On adapte entre 8 et 10 ans selon les chiens et selon l'état de son énergie. Et c'est le moment où on prépare potentiellement au renouvellement du chien guide. Donc le chien guide est mis à la retraite, il est placé à l'adoption, la plupart du temps adopté par son maître ou son entourage. Et ensuite, nous préparons au renouvellement. Donc le chien guide, comme je l'ai dit, est remis gratuitement. Son coût de son arrivée à 2 mois jusqu'à sa retraite est estimé à 25 000 €. Mais 90% de notre cheptel est composé de Labrador, du Golden Retriever ou du Labrador croisé Golden. Nous avons plus ponctuellement également du caniche royal. Nous avons du Labradoodle. Qu'est-ce que le Labradoodle? C'est un croisement original entre un caniche et un Labrador. Le moniteur et l'éducateur vont prendre en charge le chiot à son arrivée à 2 mois. Il va suivre la famille d'accueil et s'assurer que toute la prééducation est bien faite. C'est les ordres d'obéissance de base, la marche en laisse, le assis, le coucher, le pas bouger. Ce sont des formations qui chacune se font en alternance pendant 2 ans. Donc au final, ça fait quand même 4 ans de formation pour être éducateur de chien guide. C'est l'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles, c'est la personne qui va leur apprendre à se déplacer dans la rue en toute autonomie et sécurité. Une pétition a été lancée par la fédération pour rappeler cette loi, une pétition qui a déjà dépassé les 30 000 signatures. Je vous ai mis 2 visuels qui devraient vous parler. Chien guide a été reconnu comme aide technique, au même titre qu'on ne va pas refuser l'accès à une personne handicapée moteur par rapport à son fauteuil. On ne peut pas refuser l'accès par rapport au chien guide. Est-ce que Roupi est un GPS? Je la considère pas comme un GPS, mais comme un chien guide, comme son nom l'indique. Puisque c'est moi qui dois lui donner ses consignes. Sans ça, je ne pourrais pas elle-même savoir où je vais, puisque je peux décider d'aller d'un côté comme de l'autre. C'est ça. Donc le chien guide n'est pas un GPS, son maître sait où il va et c'est lui qui lui donne les indications. Par contre, son chien va lui indiquer, par exemple, s'il y a un danger, s'il y a un trou sur le trajet, s'il y a un obstacle, il va l'éviter. Valérie, tu as entendu? Non, est-ce que le chien guide? Est-ce qu'il reconnaît le passage piéton? Oui, le chien guide reconnaît le passage piéton. Alors il y a des termes spécifiques pour les chiens. On leur demande donne-moi le passage. Donc c'est à moi d'être attentive aux voitures qui s'arrêtent, aux voitures qui passent, et c'est moi qui donne l'ordre de démarrer. Après, au milieu du passage piéton, je lui demande donne-moi le trottoir, il va me donner l'arrivée. Alors ça paraît évident comme ça, mais quand il y a un chien guide, on évite de l'appeler quand il travaille, puisque quand il est dans la rue et qu'il guide, il est au travail. Donc si on le perturbe, il peut mettre en danger son maître et se mettre en danger tout seul. Donc on évite d'appeler le chien, on évite de le caresser discrètement quand il passe à côté pour se faire plaisir, ça on le voit régulièrement malheureusement. On ne lui propose pas à manger. Les labradors, vous pensez qu'ils ont faim, mais ils vont bien, on leur donne à manger, d'accord? Ils ne sont pas maigres, ils ont la ligne. Donc vraiment, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne à manger, vous inquiétez pas. Et si vous-même, vous avez votre propre chien, gardez-le en laisse. Vous pouvez après les faire rencontrer, mais il faut toujours demander au maître, parce que finalement, c'est des moments qui vont perturber le travail du chien guide et qui peuvent mettre en danger le maître. Ce sont des chiens de travail qui vivent en permanence avec leur maître et qui vont partout. Mais aussi de nos bénévoles terrain, c'est comme ça qu'on fait connaître l'association sur toute la région. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous penserez à nous quand vous croisez potentiellement à Marseille. On a beaucoup de maîtres de chiens guides en plus à Marseille. Voilà. Ils seront toujours ravis d'échanger avec vous. Présentez-vous, échangez, c'est un réel plaisir. Merci à tous. Ensemble serons des
les enfants, la chaîne de l'espoir. Bonsoir à tous, oui, je suis Pascal Vidama, donc en charge du développement des antennes régionales sur le territoire national pour la chaîne de l'espoir. Pour le coup, je vais vous faire rapidement un tableau, enfin je vais vous brosser le tableau de la chaîne en 5 minutes, et puis après je passerai la parole à Jean-Luc Jouve. Je suis Jean-Luc Jouve, je ne suis pas en permanent à la chaîne de l'espoir, je fais partie de ces médecins qui partent exercer ce qu'ils savent faire dans le cadre de missions. Donc, à la naissance de la chaîne de l'espoir, dans les années 94, il y a cette mission d'orthopédie pédiatrique au Vietnam. Vous voyez, on avait à ce moment-là des structures hospitalières beaucoup plus clean. On avait des salles de réveil, des monitorages. On travaillait en mode intelligence avec la faculté de Saint-Lyon et on y travaille toujours. On a des services hospitaliers qui sont parfaitement clean, parfaitement entretenus, avec des idées qui moi me paraissent étonnantes pour avoir travaillé dans beaucoup d'hôpitaux à l'étranger. Vous voyez, par exemple, comme l'électricité n'est pas fiable, eh bien, il y a des plans inclinés pour passer d'un étage à l'autre, pour que les brancards puissent passer, que les malades puissent se passer de l'ascenseur. Avec cependant, vous voyez, une militarisation récente. Puis la chaîne y a rajouté une maison des familles qui est à côté de l'hôpital. Aussi, on a cherché des solutions pour que les enfants ne soient pas perdus de vue et qu'on sache si ce qu'on a fait, ça servait à quelque chose. Ou des consultations qui sont relativement bien gérées compte tenu du fait qu'il s'agit de gens extrêmement précaires qui viennent souvent de provinces éloignées. Les staffs à faire des cours à cette heure du matin, comme d'habitude, et on est sur le résultat de suite après l'intervention et des suites qui ont pu être favorables. Le gros bénéfice de ces années-là, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, le suivi, soit suivi à l'hôpital, comme cette petite fille à la gauche, soit suivi à la maison des familles, comme cette petite fille qui est restée plusieurs semaines car elle habitait très très loin. Et il y a tout des relais qui se font pour qu'on arrive à, comme c'était quelque chose d'assez compliqué qu'on avait fait, à suivre ça. Et ces missions, c'est pas seulement que des success stories, c'est pas seulement le monde des bisounours. À renoncer devant des cas dépassés chez les enfants. Vous voyez, cette jeune fille, elle nous est amenée avec une scoliose tellement importante, tellement majeure, qu'il y a une atteinte pulmonaire qui fait que on sait qu'elle ne va pas tarder à décéder parce qu'elle va faire une pneumonie, une deuxième pneumonie, puis elle décédera au cours d'une troisième pneumonie, mais il est trop tard, on ne peut pas. Et il faut renoncer. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir apprendre. Tout comme ce petit garçon, vous voyez, qui a une tuberculose vertébrale, vous voyez à quel point la moelle épinière est picaturée. Et le plus difficile, c'est certainement de refuser une chirurgie à Auris dont on sait qu'elle n'apportera rien. Donc les missions, c'est ça aussi. C'est des choses que
que vous ne verrez pas quand on viendrait chez moi à la Timone, parce qu'on ne s'arrête jamais et que on sait qu'on peut aller très loin, et surtout on ne voit pas des cas dans des états aussi évolués, sauf si on nous les envoie. Et là aussi ça nécessite une courbe d'apprentissage importante qui fait que il y a une espèce de tradition qui fait que on emmène nos internes en mission et puis que ces internes deviennent chefs de clinique et que maintenant ce sont les jeunes collaborateurs qui partent tout autant que moi. Ce qui fait que quand même, au terme de ces missions, vous voyez, la tension est assez palpable dans la rue et on est content d'arriver à l'aéroport de Kaboul pour rentrer à la maison. Je suis même rentré à une époque où il y avait tension, il y avait une poussée de tension. Et voilà, ça permet de vivre ces expériences et de voir que finalement il se passe des choses. Donc on constater que je n'ai pas vieilli, et ça me fait plaisir. Mais au-delà de ça, on apprend énormément en s'engageant ainsi pour nous, pour les autres. Et donc, que dire que les ONG comme la chaîne, c'est des outils qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus souples que les structures gouvernementales. Il y a un photographe très connu qui dit « Où que l'on soit dans le monde, les enfants sont les enfants ». Et je trouve ça très vrai, je trouve que c'est pour ça que c'est chouette qu'on soit si nombreux à Massy et partout dans la chaîne d'espoir, dans toutes les associations, pour essayer d'apporter un peu de joie là où on peut. Merci à vous. Les deux associations qui sont venues, on est vraiment très contents de pouvoir les accueillir et de les mettre en lumière. Donc c'est vraiment une réussite.